Alors, nous enchaînons, toujours en parlant de l'encadrement ministériel. On va maintenant passer à un autre niveau et voir quelles sont les nouveautés apportées à l'énoncé de politique des 3 conseils 2. Vous aviez vu au programme que Mme Suzanne Zimmermann, que vous connaissez déjà, devait être avec nous. Malheureusement, pour des raisons majeures, elle a dû annuler sa participation. Elle est remplacée par sa collègue, Mme Marisol Poirier. Mme Poirier est conseillère principale en éthique au secrétariat pour une conduite responsable de la recherche. Ses fonctions au secrétariat sont donc d'interpréter, de mettre à jour cet énoncé de politique des 3 conseils 2 et de développer une nouvelle version du didacticiel. D'ailleurs, elle-même donne des formations au sujet de l'énoncé. Elle a été membre et vice-présidente d'un CER en Estrie et coordonnatrice d'un autre CER lié à l'époque à l'hôpital Charles-Lemoine à Montréal, qui a changé de nom depuis, on le sait, évidemment. Alors voilà, on écoute Mme Poirier pendant à peu près 30 minutes et ensuite il y aura, comme tout à l'heure, période pour vos questions de clarification ou toutes vos questions et commentaires. Merci. Mme Poirier, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vais débuter la présentation en vous disant que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Par contre, je suis intéressée. Donc, je vais vous demander des faveurs pendant ma présentation, par souci de transparence, je vous en fais part. Le premier, c'est que je me rends même plus compte quand j'utilise des anglicismes, alors je vous demande de me faire des grands signes catastrophés. C'est ça, Ottawa. C'est ça, Ottawa. Puis après 2 ans et demi, je les entends même plus, mes anglicismes. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me faire signe. Quoique après quelques jours à Québec, je pense que ça devrait beaucoup m'aider. C'est le retour en anglais qui risque d'être un peu plus rouillé. Mais bon, donc ça, c'est la première faveur que je vous demande. La deuxième, je vais vous la communiquer pendant la présentation. Donc, le plan de la présentation, en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une brève introduction pour ensuite vraiment présenter les principales modifications à l'EPTC 2. Donc, je prends un moment là pour vous dire qu'on parle vraiment de EPTC 2 et non pas la version 3. Okay, donc, c'est encore la deuxième version, l'édition de 2018. En fait, on conserve l'EPTC 2 parce que les changements qui ont été apportés à l'EPTC ne sont pas considérés comme étant assez majeurs, comme un changement de paradigme qui justifierait l'emploi du 3, donc EPTC 2. Donc, une fois qu'on va avoir vu les principales modifications à l'EPTC 2, je vais vous parler brièvement des travaux en cours qu'il y a présentement au secrétariat sur la conduite responsable de la recherche, pour ensuite passer à une période de questions et de discussion. Donc, en introduction, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est un peu la ligne de temps de cette sortie, la nouvelle publication de l'EPTC 2. Donc, vous vous souvenez peut-être, à la fin de 2016, début 2017, il y avait une consultation publique sur les modifications qui étaient proposées, donc le texte qui était proposé. On a reçu environ 75 commentaires provenant d'universités, de CER, de chercheurs, de membres de réseaux, de centres de recherche et de citoyens, là, de participants. Donc, l'analyse de ces commentaires reçus-là et la réécriture du texte qui en découle s'est faite en 2017-2018. Il y a eu une approbation finale du texte par les présidents des organismes subventionnaires, donc les 3 conseils, IRSC, CRSMG et CRSH, à l'été 2018. Et là, si vous me regardez en faisant été 2018, le lancement a été fait à l'été 2019. Que s'est-il passé pendant cette année-là? En fait, c'est qu'il y a eu une revue complète du texte en anglais. Vous comprendrez bien que quand on modifie des sections d'un texte, c'est difficile à un moment donné de perdre le fil conducteur ou le ton du document. Donc, il y a eu une révision du texte, de l'ensemble du texte en anglais qui a été fait. Et on a procédé à une nouvelle traduction en français de l'ensemble du document et non pas seulement des parties modifiées. Donc, évidemment, ça prend un certain temps. Et il y a tout ensuite les étapes de design et de mise en ligne sur le site Web pour avoir un lancement de la version finale, donc l'EPTC 2 2018 en août 2019. Donc, on a un nouveau site Web. Je vais vous avouer que je ne comprends absolument rien à ces enjeux-là. J'ai réalisé que non seulement je ne comprends pas grand-chose, mais c'est beaucoup plus complexe que le peu que je comprends. Donc, vous avez un nouveau site Web qui regroupe en fait les informations autant pour l'éthique de la recherche que la conduite responsable de la recherche.
Évidemment, on espère que ce site web-là soit plus facile à naviguer, mais c'est vraiment les utilisateurs, les personnes qui consultent ce site web qui vont pouvoir nous informer là, sur cet aspect-là. Donc, je commence en parlant de la nouvelle traduction. J'ai entendu plusieurs échos hier de la nouvelle traduction en français. C'est vraiment l'entièreté du texte qui a été retraduit. Donc, si, par exemple, vous regardez à l'aide de documents, de logiciels, par exemple Word, qui offre une option, un outil de comparaison de deux versions de documents. Donc, si vous prenez la version de 2014 et que vous la comparez avec la version de 2018, ben moi, je l'ai essayé, là, Word plante, parce que le document est quand même assez imposant, est quand même assez lourd, et c'est l'ensemble du texte qui a été modifié. Ça ne veut pas dire, par contre, que les lignes directrices qui sont présentées ont été changées, mais c'est vraiment la formulation là, qui a été, évidemment, on espère, simplifiée et améliorée. Je vous donne deux petits exemples. Par exemple, dans la version de 2014, on traduisait le terme « guidance » par « indication ». Maintenant, la traduction se lit « ligne directrice ». Même chose aussi, on parlait de évaluation éthique de la recherche. On parle maintenant de l'évaluation de l'éthique de la recherche, mais vous comprendrez qu'en soi, ce n'est pas un changement de paradigme. Évidemment, ceci étant dit, si vous lisez des portions de l'EPTC qui vous apparaissent comme étant un changement avec la version de 2014 et que ce changement-là n'apparaît pas sur notre site web dans le document « Point saillant des modifications », c'est ma deuxième faveur que j'ai à vous demander ce matin. J'apprécierais vraiment si vous pouviez m'envoyer un petit courriel ou un coup de fil, des signaux de fumée. Bref, communiquez-moi le fait que vous avez une interprétation différente entre les deux versions alors que ça n'apparaît pas au changement. Évidemment, nous, on va s'efforcer s'il y a vraiment là, une ambiguïté, ben, de clarifier là, le propos. Là. Donc voilà, c'était ma grande faveur à vous demander aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment les modifications, mais pas celles qui découlent de la nouvelle traduction, celles qu'on retrouve aussi dans le document en anglais. Donc, à des fins de présentation, je les ai divisées en différentes catégories. La première que j'appelle clarification, et là, évidemment, on peut avoir un débat. Quand on clarifie un article ou quand on clarifie des lignes directrices qui sont déjà exigeantes, on peut le faire de plusieurs façons. On peut reformuler le texte. On peut ajouter du texte. Donc, certains d'entre vous vont me dire « Non, mais ce n'est pas une clarification, c'est un ajout. » Je vous dirais juste là, de vraiment regarder le texte en soi et les divisions là, que je vous présente, c'est vraiment arbitraire pour la présentation. Là. Donc, la première clarification qui a été apportée à l'EPTC2, c'est tout ce qui concerne la portée de l'EPTC. Donc, quand doit-on appliquer les lignes directrices qui apparaissent dans ce document-là? En fait, on a clarifié que les études pilotes, malgré la diversité de définitions qui existent dans la littérature, on en a choisi une qu'on met dans le texte. Et on clarifie que les études pilotes sont de la recherche telle que définie par le PTC et doivent avoir une évaluation par un CER. Donc ça apparaît aux articles 2.1 et 6.11. Une autre clarification qu'on a eue, et ça a été un sujet en consultation où on a reçu vraiment beaucoup de commentaires et c'était très partagé, c'est ce qui concerne les activités de recherche menées dans le cadre d'un cours à des fins pédagogiques. Donc, par exemple, quand un professeur, dans un cours de méthodologie à ses étudiants, leur demande de conduire des entrevues pour leur enseigner là, les méthodes d'entrevue. Donc, c'est un exemple. Évidemment, il y en a d'autres. Ce genre de type d'activité-là, il y avait une espèce d'ambiguïté entre ce qui était dit à l'article 2.1 et 6.12. Donc, on a clarifié que ce type d'activité de recherche, même si elles ne correspondent pas à la définition de la recherche au sens de l'EPTC, doivent avoir une évaluation éthique et que cette évaluation éthique-là, il est possible de la déléguer à des non-membres du CER, par exemple un directeur de département, quand il s'agit d'activités à risque minimal. Et là, ça, quand c'est sorti, on a reçu, en tout cas, je vais parler pour moi, pour le nom de mes collègues, j'ai reçu beaucoup de questions et de commentaires. Ça peut apparaître comme une nouveauté. En fait, je pense que c'était pas assez clair pour que l'ensemble de la communauté de la recherche
comprennent vraiment l'intention. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais ça peut apparaître comme une nouveauté si les articles avaient été précédemment mal interprétés. Donc, voilà pour la portée. On a aussi reformulé l'article 2.2. On a reçu énormément de questions d'interprétation, donc autant dans la version anglaise que française, concernant l'exemption de l'évaluation par un CER pour de l'information qui est accessible au public et protégée par la loi, ou bien qui est dans le domaine public sans attente en matière de vie privée. Donc, on a reçu énormément de questions, ce qui nous a comme allumé là, en disant, bien, notre article n'est pas aussi clair que ce qu'on pensait, donc on l'a reformulé. Donc, si vous allez voir la formulation, autant dans la version anglaise que française, le texte est changé, la formulation est différente, mais l'esprit ou ce que ça l'indique se veut le même. Donc, voilà. Et on a aussi clarifié quels types de recherches par observation sont couverts par l'exemption de revue par un CER à l'article 2.3. Donc, on a défini certains types de recherches par observation et on a clarifié quels types de ces recherches-là sont visées par l'article 2.3. Et on a fait un peu sensiblement la même approche à l'article 10.3 pour tout ce qui est la question de l'exception de l'obtention du consentement. Donc, quel type de recherches par observation sont visées par cet article-là et quels types de recherches en sont exclus. Il y a eu une refonte majeure aussi, une clarification vraiment majeure de l'article 3.4 qui concerne les découvertes fortuites significatives. Donc, cette clarification-là, en fait, elle vient d'un groupe de travail, un sous-comité qui avait été mis en place après la dernière parution de l'EPTC, donc en 2014. C'est un comité qui a travaillé très fort, je dois le dire, pour préciser la définition de qu'est-ce qu'une découverte fortuite significative, de clarifier les lignes directrices qui entourent ce type de découverte-là. Et pour la première fois dans l'histoire du secrétariat, on a sorti un document accompagnant l'EPTC. Donc, vous avez un guide sur les directives d'application de l'article 3.4, qui est aussi disponible évidemment sur notre site Web, qui n'est pas intégré dans l'EPTC, mais qui vise à donner des lignes directrices autant aux chercheurs qu'aux CER pour tout ce qui est la gestion des découvertes fortuites significatives. Donc, ce guide-là qui est disponible, je ne vous le lirai pas, puis j'en parlerai pas en détail, là, mais dans le fond, il vient vraiment donner des pistes de réflexion pour aider les chercheurs et les CER à déterminer, quand on parle d'un caractère significatif là, de la découverte fortuite, sur quels critères on se base pour déterminer ça, qui doit le faire, quels sont les défis posés par le plan de gestion, est-ce qu'on en prévoit un, est-ce que le chercheur doit en déposer un au CER en matière de découverte fortuite significative ou pas, et comment la communication se joue entre les différents acteurs. Donc, ce guide-là, encore une fois, est disponible sur notre site Web. C'est la première fois qu'on a ce genre de document-là. Alors, votre feedback, en bon français, votre feedback est vraiment apprécié. Donc, une fois, évidemment, qu'il aurait vécu un peu, que vous aurez eu le temps de l'assimiler, on aimerait bien avoir vos retours d'opinion sur ce document-là. On a aussi apporté des clarifications dans le chapitre 11. Donc, le chapitre 11, c'est le chapitre sur les essais cliniques. Si vous vous souvenez, la proposition qui était proposée, voilà, pour le chapitre 11, c'était vraiment d'ouvrir la portée de ce chapitre-là. Les commentaires nous ont convaincus de ne pas aller dans cette direction. Donc, on a conservé la portée là, du chapitre 11 pour les essais cliniques. Je tiens juste à mentionner que pour le PTC, un essai clinique, c'est tout projet de recherche qui fait appel à des participants afin d'évaluer les effets sur la santé d'une ou plusieurs interventions relatives à la santé. Donc, pour le PTC, un essai clinique, ça englobe beaucoup plus de recherche que la définition qu'on utilise couramment dans la vie de tous les jours, où on réfère essentiellement à des essais menés par la pharmaceutique. Donc, ceci étant dit, on a clarifié les lignes directrices en matière de justification de l'utilisation d'un placebo. Donc, notamment, comment un chercheur ou sur quelles sont les lignes directrices là, pour justifier l'utilisation d'un placebo versus un autre groupe contrôle, et aussi l'utilisation du placebo dans les essais de supériorité et de non-infériorité. On a aussi clarifié l'obligation par rapport à la divulgation des nouveaux renseignements. Donc, à l'article 11.8, on est allé ajouter des définitions et des lignes directrices qui entourent qu'est-ce qu'on entend par anciens participants et fin de l'étude. Donc, quand
finalement, comment déterminer le moment où l'obligation de divulguer des nouveaux renseignements aux participants se termine. Donc, ces définitions-là viennent clarifier l'esprit de l'article. On passe ensuite à la deuxième catégorie, là, donc ce qui représente vraiment des ajouts, des nouveautés, donc des lignes directrices qui n'apparaissaient pas dans la version de 2014. Donc, la première, c'est tout ce qui entoure les recherches impliquant les communautés. Donc, on a le chapitre 9 dans le PTC2 qui traite des recherches impliquant des Premières Nations, pardon, j'ai juste en anglais, ça me vient, je vais faire une traduction, les communautés autochtones, Premières Nations, Métis, Inuit, pardon pour le délai de traduction dans ma tête. Donc, on a ajouté aussi un article, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant, l'article 2.11, puis des précisions au chapitre 2 et 7 qui dit que bien, les recherches impliquant des communautés, ça peut toucher d'autres communautés là, que celles visées par le chapitre 9, et ça donne des indications, pardon, des lignes directrices aux chercheurs au CER pour faire l'évaluation des risques et avantages et bénéfices potentiels. Donc, comment on fait pour évaluer les risques et les bénéfices potentiels pour une recherche impliquant des communautés? Et on ajoute aussi un article à l'effet que, bien, quand un chercheur fait des recherches impliquant des communautés ou quand un CER évalue ce type de recherche-là, sont encouragés à aller lire les sections pertinentes du chapitre 9. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que l'entièreté des lignes directrices apparaissant au chapitre 9 peuvent s'appliquer, mais d'aller voir quelles lignes directrices pourraient être utiles autant pour le chercheur que pour le CER. Évidemment, une fois qu'on parle de la recherche impliquant des communautés, on s'est assuré qu'il y a une cohérence dans le PTC, donc on est allé ajouter à l'application de l'article 3.7a. Quand on parle d'une recherche où on n'a pas obtenu le consentement des membres ou de la communauté, comment un CER et un chercheur doivent naviguer dans cette situation-là? Donc, on dit que si les membres ne consentent pas et que l'intervention est déployée à grande échelle et que c'est difficile de la cibler à certains participants, bien, l'intervention peut toucher des personnes qui ne répondent pas aux critères d'inclusion et d'exclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les obligations à ce moment-là? Donc, les chercheurs et les CER doivent s'assurer de réduire le risque d'exposition à l'intervention et le CER doit aussi être convaincu que le risque d'exposition par inadvertance est minime. Donc, ça, c'est vraiment un ajout à l'application de l'article 3.7. Il y a aussi une intégration à l'article 5.1. Donc, j'imagine que vous le savez, là, sur notre site Internet, il y a ce qu'on appelle des interprétations publiques. Donc, c'est des réponses à des questions qui sont posées fréquemment. Et il y en avait une qui touchait le devoir éthique de confidentialité des chercheurs et des établissements, donc l'article 5.1. Donc, ce qui apparaissait dans cette interprétation publique-là est maintenant intégré dans l'article et son application. En fait, ce que ça fait, c'est que ça définit ou ça décrit de façon un petit peu plus précise quelles sont les responsabilités des établissements lorsqu'il y a une demande de bris de confidentialité, là. Donc, on a expliqué ces responsabilités-là et comment ça s'articule avec l'article 5.1. Comme je vous disais, ça apparaissait déjà dans une interprétation publique, mais c'est une nouveauté là, de l'EPTC qui n'était pas avant. Quand je vous disais qu'on a un nouvel article sur la recherche impliquant des communautés, bien, une recherche qui implique un acteur supplémentaire, ça peut se traduire par des conflits d'intérêts relativement à cet acteur de la recherche-là. Donc, à l'article 7.4 et son application, il y a eu un ajout en ce qui concerne les conflits d'intérêts qui peuvent ou qui touchent une communauté. Donc, on donne des exemples et on explique là, que ce conflit d'intérêts-là peut se présenter entre les dirigeants et les membres d'une communauté, entre la communauté et les chercheurs ou encore entre la communauté et les établissements. Et on rappelle le devoir, l'obligation pour le chercheur de déclarer ce type de conflit-là au comité d'évaluation de la recherche, au CER, lorsqu'il soumet son projet pour évaluation. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas utilisé CER, je dis tout le temps ça, j'essaie de le dire au long. Désolée. Et donc, au chapitre 11, on a également ajouté différentes définitions, donc, pour mieux encadrer et mieux expliquer les lignes directrices qui y apparaissent. Donc, on a ajouté des définitions, par exemple, de revue systématique du terme intervention, assignation préalable des participants, chercheur principal et chercheur principal responsable. Donc, qu'est-ce qu'on entend là, pour les essais qui sont multicentriques?
On a ajouté une section aussi sur qu'est-ce que les règles d'arrêt, à quoi elles servent, et enfin, une description de ce qu'on entend par groupe témoin. On a également ajouté des descriptions de types d'essais cliniques à l'article 11.2. Donc, par exemple, des essais pilotes, des essais randomisés par grappe, essais adaptatifs et les essais fondés sur les registres de santé. Donc, c'est une courte description du type d'essai, de ce que ça représente, mais on évoque aussi certains des enjeux éthiques qui sont liés à ce type d'essai-là. Donc, ça, c'est une nouveauté du chapitre 11. Et on a ajouté un article au chapitre 11, parce que vous le savez, là, je prêche à des convaincus, mais on ne peut pas lire le PTC un chapitre seulement et dire « j'ai toute l'information nécessaire ». Donc, le PTC est un document qui se réfère aux différents chapitres. Donc, on a ajouté un article, donc, le premier du chapitre 11, l'article 11.1, en fait, qui dit que bien, toutes les lignes directrices qui sont présentes dans les autres chapitres, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas répétées au chapitre 11 qu'elles ne s'appliquent pas. Donc, c'est juste un rappel là, pour que les lecteurs n'aient pas juste lire un chapitre, mais élargissent un peu plus là, la lecture et la compréhension des lignes directrices qui y sont présentées. Et il y a des nouvelles lignes directrices, donc des nouveaux articles au chapitre 11 sur les essais cliniques, comment doit se faire ou quels sont les éléments à considérer pour la justification des groupes témoins, qui se trouve avec l'article 11.3. Toute la notion du plan de la surveillance de la sécurité à 11.6, donc comment on détermine ce plan-là, quelle est l'obligation les obligations relatives au plan. Il y a un nouvel article aussi qui concerne les comités de surveillance des données de la sécurité, là, qui est appelé DSMB dans la vie de tous les jours. Donc l'article 11.7 qui vient donner des lignes directrices en matière de dans quelle situation on a besoin de ce DSMB-là. Et il y a aussi un nouvel article qui énonce une obligation pour les chercheurs de tenir à jour le registre des essais cliniques. Donc, on avait déjà un article qui disait que l'enregistrement des essais cliniques est une obligation éthique, là, puis il faut chercher à le faire. Et maintenant, mais il y a vraiment un article qui dit que c'est bien beau de l'enregistrer, mais l'information qui est dans ce registre-là doit être mise à jour. Et enfin, la dernière catégorie là, dont je vous parlais pour le type de modification qui a été apportée à le PTC2, il y a certaines lignes directrices qui apparaissaient au chapitre 11 dans les essais cliniques et qui ont été déplacées dans les chapitres dits d'application plus générale, en fait pour éviter que les gens ne voient jamais ces articles-là en se disant « ben moi je ne fais pas d'essais cliniques, donc je n'ai pas besoin de lire le chapitre 11 ». Donc c'est vraiment des lignes directrices qui s'appliquent à tout type de recherche, pas à toutes les recherches, mais à tout type de recherche. Donc, ça a été déplacé du chapitre 11. Ce n'est pas vraiment une nouveauté en soi, mais ça apparaît quand même comme étant des nouveaux articles, parce qu'avant, il n'y apparaissait pas, mais c'était déjà dans le PTC, là. Donc, on parle de toute la notion de risque attribuable à la recherche. Donc, en distinction, évidemment, avec un risque qui est couru dans la vie de tous les jours, là. Donc, quand on regarde un risque attribuable à la recherche, de quoi on parle et comment on l'évalue, ce risque-là. Toute l'importance de la diffusion des résultats, donc qui est le nouvel article 4.8, et toute la notion d'évaluation des contrats. Ça aussi, quand on a fait les modifications et qu'on les a mis au public pour recevoir des commentaires, ça a été beaucoup commenté. Donc, toute la notion d'évaluation des contrats, donc qu'est-ce qui doit apparaître au contrat? Et là, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, là, ça se veut plus par rapport aux enjeux éthiques. Mais les limitations à la diffusion des résultats qui apparaît au contrat, c'est la responsabilité d'évaluer, à qui revient la responsabilité d'évaluer ce genre de disposition-là au contrat et toute la notion de conflit d'intérêts financiers. Donc, ça apparaissait au chapitre 11 et maintenant, c'est rendu au chapitre 6 et 7, pardon, je ne sais plus mes chiffres. Donc, je résume, puis j'essaie de laisser beaucoup de temps à la discussion, parce que je pense que c'est plus porteur que moi qui vous lis des phrases, là. Mais en résumé, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a vraiment une clarification des lignes directrices existantes. Oui, il y a des nouveautés, mais pour nous, ça ne nous apparaît pas comme un changement radical, dans le sens où ce n'est pas un changement de paradigme. Le PTC se base encore sur la même valeur centrale, donc le respect de la dignité humaine, et les mêmes principes directeurs, préoccupation pour le bien-être, justice et respect des personnes.
Et la nouvelle traduction, en fait, évidemment que ces nouvelles clarifications-là ou ces nouvelles lignes directrices-là peuvent impacter les façons de faire des CER, autant au niveau des processus, des procédures que de la politique institutionnelle. On en est conscient, mais on ne pense pas que ça va apporter des changements qui sont majeurs. Évidemment, si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, bien, appelez-nous, envoyez-nous un courriel. On ne fait pas de révision de politique institutionnelle, évidemment, mais on peut vous accompagner dans la compréhension de ces ajouts-là, puis vous aider là, dans cette optique-là. Et pour ce qui est de la traduction du français, le but était vraiment d'améliorer la qualité du français. Moi, évidemment, je dis toujours à mes collègues, je ne suis pas le porte-parole des francophones au Canada. Donc, j'aimerais vraiment avoir votre retour en tant que francophone et utilisateur le quotidien de ce document-là. Évidemment, on ne peut pas faire des changements dans les 3 prochaines semaines si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui achoppe un peu, mais c'est toujours important d'avoir comme information, ne serait-ce que si on voit un besoin de publier une interprétation publique, on va le faire. Et s'il y a une révision du texte qui est possible, bien, c'est avec vos commentaires qu'on est capable d'améliorer la version en français. Donc, gênez-vous pas, soyez pas gênés. Et je vais juste terminer rapidement en vous donnant un peu les initiatives, les travaux qui sont en cours présentement. Évidemment, je ne fais pas une liste exhaustive, là, mais il y a une modification qui avait été proposée pour tout ce qui est l'évaluation par un CER des recherches qui sont fondées sur des lignées cellulaires. Donc, il y avait une consultation publique, il y a eu une consultation publique en 2017-2018, et en fait, on a reçu tellement de commentaires, mais vraiment d'un extrême à l'autre sur le continuum, qu'on doit continuer la réflexion. Donc, il y a eu une reconstitution d'un sous-comité de travail là, pour continuer à plancher sur ces questions-là qui ont été soulevées et qui ne concernent pas nécessairement seulement la recherche avec des lignées cellulaires, mais qu'il y a d'autres enjeux tentaculaires à cet enjeu-là. Donc, une reconstitution d'un sous-comité. Et évidemment, la modification qui va être proposée va être remise dans l'espace public là, avec un appel de commentaires. Donc, vous allez pouvoir là, commenter sur cette proposition-là. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la mettre en ligne. Là. Le comité est encore en travail là, à ce sujet-là. Et on l'a mentionné aussi, on retravaille à une refonte complète du didacticiel, donc la formation en ligne sur le PTC2. Évidemment, là, c'est pour faire un ajustement avec la nouvelle version. On cherche aussi à réduire la portée de cette formation-là, dans le sens où on essaie vraiment plus maintenant de la baser sur le contenu de l'EPTC2 et non pas d'aller vraiment dans un aspect qui était beaucoup plus large, avec des liens vers des sites externes, des exemples historiques de recherche, etc. Et j'en fais je ne veux pas parler comme un politicien, là, mais l'amélioration du français de cette plateforme-là est prioritaire pour moi. Et on va essayer de faciliter, évidemment, toute la navigation du didacticiel. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont regardé dernièrement. Ça n'a pas très bien vieilli, là, puis je ne suis même pas gênée de le dire pendant que je suis filmée. Ça n'a pas très bien vieilli. Donc, on va retravailler ce didacticiel-là. Et évidemment, il se peut que vous soyez amenés à commenter. On ne peut pas là, faire tester le didacticiel par l'ensemble des utilisateurs au Canada. Il faut comprendre qu'on a 70 000 nouveaux usagers par année pour cette formation-là. Mais il se peut qu'on sollicite votre aide là, pour avoir des commentaires et s'assurer là, que nos objectifs sont atteints. Là. D'autres initiatives aussi, d'autres travaux à venir. Donc, on a tout un sous-comité qui va se pencher sur les enjeux reliés avec la recherche sur Internet, là, comprendre Internet, données numériques très, très larges. Il y a une réflexion qui s'amorce vraiment par rapport à l'évaluation de l'éthique des recherches qui se déroule sous plusieurs autorités, ce qu'on appelle au Québec un multicentrique. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites avec les organismes subventionnaires à ce propos-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et évidemment, on collabore avec les organismes pour tout ce qui est les initiatives pour favoriser la recherche réalisée par et avec les communautés autochtones. J'aimerais faire aussi, en fait, j'ai 3 faveurs à vous demander, pas seulement 2. Si vous avez des initiatives qui vous apparaissent vraiment fondamentales pour le PTC, je vous inviterai à nous les envoyer.
Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les demandes là, sur un court laps de temps, mais c'est fun d'avoir vraiment un pool de la communauté, de voir qu'est-ce qui est urgent pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui peut moins représenter une difficulté ou une demande là, du milieu. Donc voilà. Donc j'ouvrirai la période de questions et discussions, puis on est en famille, là, gênez-vous pas. Merci beaucoup, Madame Poirier. Merci à vous.